c'est extraordinaire. J'ai l'impression d'avoir quitté le studio et de revenir tout de suite pour vous retrouver, peut-être parce que c'est la composition est la même. Daniel. Oui, ben, c'est toujours autant de plaisir de se retrouver. Emmanuel, je vous ai interrompu. Oui, parce que je voudrais signaler que le 3 mai, à l'initiative du député Giovanni William, l'Assemblée nationale va rendre un hommage à Eusanne Palsy. Giovanni William a présenté une requête pour qu'il y ait cet hommage. La présidente de l'Assemblée nationale a accepté. Ça aura lieu le 3 mai et c'est elle-même, la présidente de l'Assemblée nationale, qui va présider la cérémonie. Et donc, moi, je crois qu'après l'Oscar d'honneur qu'elle a reçu il y a quelques mois, Eusanne Palsy, il y a une reconnaissance également de la France pour le travail qu'elle opère. Et donc, il faut s'en réjouir. Pour une Martiniquaise. Emmanuel Lerina. Bonjour, merci encore de m'accueillir une nouvelle fois autour de cette table. C'est toujours un plaisir. Un petit coucou, un petit clin d'œil à notre ami Philippe Laville qui a sorti la semaine dernière son nouveau disque avec des reprises d'anciennes chansons et quelques nouveautés, avec de nouveaux arrangements que je trouve magnifiques pour ma part. Et puis quelques duos sympathiques, notamment une chanson avec Victor Laszlo. Donc voilà, c'est une petite découverte intéressante. Ce qui veut dire que quand Christian va procéder à d'autres pérégrinations dans l'autre bout du monde, il pourra faire le chapitre musique. Ah, mais il le fera bien mieux que moi, je pense. Et dimanche ou 2 semaines de suite, c'est une sorte de miracle qu'on doit, je ne sais pas quel calendrier. Je vous aime. Je vous aime. Ça va, Eddy? Ça va bien. Je voudrais vous rappeler que cette année, nous fêtons les 170 ans de l'arrivée des Indiens en Martinique. Et je suis sidéré par la survivance d'un certain nombre de comportements racistes envers les Indiens. Et donc, je voudrais dénoncer ça et leur apporter notre soutien le plus total. Et Tous Créoles va faire un after-work sur ça, l'indianité. Sur le 11 juin. Ah ben, voilà. Alors, le 6 mai, c'est la date. Donc, je vous convie tous à la célébration de cette date anniversaire des 170 ans qui se passera, entre autres, il y a plein de cérémonies, mais celle qu'on soutient aura lieu sur la place Joyeuse à Trinité à partir de 17h. Quel jour ? Alors, ce sera le 6 mai. Le 6 mai. Il y aura quelque chose d'extraordinaire, les 170 ans vont être vraiment retranscrits physiquement. Vous allez voir, c'est magnifique. Tu nous incites, mais tu ne dévoiles pas. Ah non, c'est ce qu'on appelle un trailer. Christian, vous me permettrez 2 petits clins d'œil à Bago Balthazar, Goba, voilà, percussionniste qui a été honoré au Pan African Awards. Il y a eu un article en France Antilles la semaine dernière, donc voilà. Et puis un clin d'œil aussi à Dédé Saint-Prix qui a, je crois, dans un pays aussi d'Afrique, a remporté un succès extraordinaire. Et là aussi, c'est quelque chose d'intéressant de voir effectivement les rapports que nous avons avec l'Afrique francophone, peut-être dans un premier temps, par rapport à nos musiques, quoi, et voir véritablement quel lien on peut tisser avec ces gens, parce que, voilà, par la musique, je crois qu'on a un langage entre nous et qui me paraît très intéressant. Alors, souvent les gens, implicitement, me demandent, mais des gens comme toi, comme Christian Mouton, qu'est-ce que vous avez appris la musique, le festival et tout? Il y a des choses importantes, c'est l'Europe, c'est l'exonération fiscale, la TVA, il y a des choses très sérieuses. Je veux dire que d'abord on en parle, on est préoccupé par ça aussi, et puis nous avons bien compris qu'il y a toute une dimension humaine, de la spiritualité, de l'amélioration de l'être et de l'âme par la musique, et là maintenant, des continents qui vont se retrouver, et qui se retrouvent, ça a été d'abord avec Kassav. Ouais. Actualité, un bon petit jingle pour commencer ça. Alors, on nous parle tout le temps de dette publique, de PIB, fait des choses comme ça, de dette publique française par rapport au sens de Maastricht, etc. Nous sommes tous un peu perdus, même les intellectuels. Ils ne comprennent pas, on est endetté, mais on continue, on se réveille à la même heure, les impôts sont à peu près peu ou prou les mêmes. Et décortique ça un petit peu pour nous, s'il te plaît. Bon, alors c'est ce qu'on appelle des sujets arides pour tout le monde. Oui, mais bon, tu sais les rendre vivants. Oui, je vais essayer de vous illustrer tout ça. C'est pas très compliqué. La France, c'est comme
vous et moi, nous constituons une entité. Et ces entités ont besoin de manger, d'acheter des biens, de payer leurs impôts. Et donc, on a besoin d'argent. Et l'argent dont on a besoin n'est pas forcément disponible dans notre porte-monnaie. Donc, nous empruntons de l'argent. Les gens qui pensent qu'aujourd'hui, on peut vivre sans crédit, bon, comme dirait l'autre, sont morts depuis très longtemps. Pas physiquement, mais intellectuellement, parce que c'est très, très compliqué. Sauf si on habite au milieu de la forêt, et encore. Alors, un pays a besoin, pour payer tout ce qu'il doit payer, investir, développer, payer nos retraites, payer nos fonctionnaires, les hôpitaux lors du Covid, d'emprunter. Alors, c'est l'un des critères de performance. Quand tu empruntes beaucoup et que tu n'as pas beaucoup de ressources, c'est un peu pareil. C'est comme nous. Si on a un salaire de 3 000 € et qu'on est endetté à 4 millions d'euros et qu'on n'a pas de quoi payer les traites, on est mort. On surveille la santé des pays un peu comme ça. Donc, la France, là, tout le monde s'inquiète en se disant, attendez, vous allez dépasser le seuil symbolique des 3 000 milliards d'euros. Bon. Alors, je rassure tout le monde, 3 000 milliards d'euros, c'est une plaisanterie sur le plan macroéconomique. Quand on prend le monde, alors évidemment, 3 000 milliards d'euros pour nous, on est mort depuis très longtemps, mais pour un pays comme la France, alors, comment on prouve ça? Comment on illustre ça? Déjà, on compare. C'est comme nous. Si Christian dit, bon, je vais emprunter 1 million d'euros, on va lui dire, Christian, le banquier va lui dire, mais vos ressources. Donc la France, c'est pareil. Alors, vous gagnez combien, monsieur? Si vous voulez dépasser 3 000 milliards, la France va dire, déjà, je crée de la richesse. Donc, qu'est-ce que je dépense pour... On parlait de productivité il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que je dépense pour produire combien? Et on mesure ça avec un critère qui est celui du PIB, le produit intérieur brut. Donc, pour... on va dire, calmer les angoisses de nos concitoyens, 3 000 milliards de dettes, c'est des choses qui vont être remboursées. Certains emprunts de la France ont une durée de vie de 100 ans. Donc les types qui ont emprunté ne seront plus là au moment du remboursement, de toute façon. Mais 100 ans, donc on a le temps. Entre maintenant, il y a des emprunts à court terme, 3 ans, 5 ans, et puis il y a des trucs qu'on rembourse sur 100 années. 116% du... Oui, justement, je vais y venir. Le fameux PIB, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je crée comme richesse chaque année. Ouais. Et je fais la différence entre ce que j'ai gagné et ce que j'ai dépensé. Donc, quand on fait la différence, la soustraction, c'est ce qui reste dans notre poche. Et la France, globalement, pas l'État seulement, mais la France produit chaque année, là, la tendance, c'est 3 000 milliards d'euros. Donc, c'est comme si notre ami Christian empruntait 1 million d'euros et que chaque année, il produisait au final dans sa poche 1 million d'euros. Donc tu n'as plus de problème. On l'accueille, on lui dit Christian, mais non, pas de problème. Donc d'abord 1 million d'euros. Et la France est dans cette situation-là. Mais comme les gens aiment se faire peur en Europe, tu sais, aux États-Unis, on n'a pas de scrupule. Hein. Tu gagnes 1 million d'euros, tu veux. Ben non, frère, tiens, je te prête 10 millions d'euros et puis on en parle. Donc le palier de 100%, ça n'a pas de sens. C'est une plaisanterie. C'est pour se faire peur. C'est comme les fameux 3% de déficit budgétaire. Vous vous rappelez? C'était un dogme, il ne fallait pas franchir. Le Covid est arrivé, c'est pour qu'à monter à 9%. Et ils ont regardé, ils ont dit, il s'est passé quelque chose? Ah ben non. Oui, mais il y a une vingtaine d'années, c'était 60% du PIB. Hein, oui, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. 100% de la production, ça n'a pas d'importance. On peut emprunter tant qu'on veut à partir du moment où on crée autant de richesses. C'est ça qui est important. Il y a des pays qui sont vraiment en difficulté. Ce sont les pays du Sud. Ouais. Parce qu'eux empruntent tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement qu'emprunter. La Grèce, l'Italie, le Portugal, ces pays-là, c'est compliqué. Parce que ce ne sont pas des pays structurellement riches. Ce sont des pays qui dépendent de la richesse européenne. Ouais. Voilà des pays qui ont fortement profité, sans que ça soit péjoratif, de leur appartenance à l'Union européenne. La France, c'est un pays... La France, comme l'Allemagne, comme le Royaume-Uni, sont des pays qui sont structurellement riches parce qu'ils ont accumulé depuis des siècles
des richesses considérables. Alors ça, c'est pas forcément des richesses monétaires, mais ce sont des richesses immobilières, par exemple. Industrielles, immobilières, considérables, culturelles, ça vaut des fortunes. Donc l'idée, à travers cette petite chronique, c'est d'abord de rassurer les gens qui sont paniqués par les journalistes économistes qui disent « Bon, c'est une catastrophe, le gouvernement ne tient plus les comptes, c'est une plaisanterie ». Et puis juste pour finir, je vais vous donner un chiffre qui va permettre de relativiser tout ça. Tout cet argent, il va quelque part. Tout cet argent que les États produisent, que les industriels produisent, que nous produisons, va quelque part. Et il faut absolument, pour des raisons d'équilibre économique, qu'il soit placé. Parce que de l'argent qui n'est pas placé, c'est de l'argent qui fond. Voilà, pour faire vite. Et cet argent placé est géré par des gestionnaires d'actifs. Alors, je vais vous donner le montant géré par le premier gestionnaire d'actifs du monde qui s'appelle BlackRock, qui est une entreprise américaine. Ouais. Juste de l'argent qu'on leur a donné à placer. 10 000 milliards de dollars. OK ? Donc, les petits 3 000 milliards de dollars d'emprunt de la France, c'est une plaisanterie. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que l'essentiel, et c'est ça peut-être le plus important, c'est que l'essentiel des richesses, dans le débat sur la démocratie, on va parler tout à l'heure, l'essentiel des richesses de la France sont détenues par les Français et pas par des étrangers. Et c'est rassurant parce que ce n'est pas le cas de tous les pays, notamment les pays du tiers-monde. Une bonne partie des investissements immobiliers, financiers dans le pays appartiennent à des intérêts étrangers. Et la catastrophe, c'est que quand il y a une crise, il y a ce qu'on appelle la fuite des capitaux et le pays s'effondre. En France, ça ne sera pas le cas. Ça ne peut pas arriver. Non. Pas même en Martinique. Hein. Parce qu'on est très fort, nous aussi. Ouais. En termes de richesse. En détention de nos avoirs. Exactement. Alors, ce qui est un peu lié, c'est comment faire cette productivité, comment faire ce PIB, comment ralentir la dette. Ben, c'est travailler. C'est pour ça qu'Emmanuel Loredan va nous parler de ce sujet. C'est la semaine de 4 jours que les Anglais ont testé et puis qu'ils ont approuvé. Enfin, tu vas développer cette thématique. Oui, alors, Eddy a raison, la France a des richesses. Maintenant, la France doit se comparer aussi aux autres, à ses concurrents, puisqu'on est quand même dans une compétition mondiale, malgré tout. Et c'est intéressant aussi de regarder comment on se situe par rapport aux concurrents sur des indicateurs économiques. Et c'est vrai qu'on évoquait la semaine dernière l'effondrement du temps de travail chez les Français. C'est quelque chose qui est constaté aujourd'hui et qui est bien mesuré et qui est corrélé à la baisse de la productivité du travail en France et qui est corrélé aussi à l'augmentation des déficits et qui mettent les comptes extérieurs dans le rouge. Donc il y a quand même une équation macroéconomique qui est là et qui provient simplement du fait que le volume de travail que l'on donne à la nation se réduit. Alors en soi, c'est peut-être pas dramatique, mais comparé à nos amis qui sont face à nous dans un rapport de concurrence, là, ça commence à devenir problématique. Surtout, tu connais l'adage, comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison, mais ce qui est important, c'est de regarder cette comparaison dans la durée. Et c'est vrai qu'on est dans une tendance longue quand même. Il faut se dire les choses aussi. Depuis 20 ans, ça se dégrade et il n'y a pas de signaux de remontée. Alors, on peut encore tenir grâce au patrimoine de richesse française, mais il ne faut pas non plus trop taper dans le gâteau. Il faut aussi se remuscler parce qu'à un moment donné... les réserves, ça oui, voilà. Donc ça, c'est l'enjeu. Alors, il y a un débat aujourd'hui sur le temps de travail. Ouais. Alors, c'est un débat très intéressant parce qu'il y a eu un échec et il y aura peut-être un succès. L'échec, à mon sens, ce sont les 35 heures. Les 35 heures ont été imposées au système économique français. C'était le gouvernement, c'était Martine Aubry qui avait monté ça, et c'était sous Jospin. Alors, il y avait beaucoup d'espoir qui était donné dans les 35 heures, mais pourquoi c'était un échec à mon sens? Parce que ça a été appliqué sans discernement, c'est-à-dire qu'on n'a pas regardé les cas de figure particuliers, est-ce que tout le monde pouvait s'adapter à cette réorganisation du temps de travail? On a imposé par un dictat cette mesure, et ça a vraiment désorganisé énormément
de structures. Je pense notamment aux hôpitaux. Les hôpitaux, c'est une catastrophe. Ça a aussi affaibli le système économique parce que le coût de ces 35 heures a été supporté essentiellement par les entreprises. Dans un concert mondial de compétitivité, de compétition où elles n'étaient pas forcément avantagées déjà, donc elles ont dû assumer ce coût-là. Et puis la troisième raison, qui à mon sens est la plus importante, c'est que le grand débat qui a eu lieu, souvenez-vous, autour de ces 35 heures, consistait à dire la conquête sociale de travailler moins est une conquête essentielle dans la mesure où le travail est une nuisance. Et c'est là qu'on a, je pense, sans même s'en apercevoir, dégradé la valeur travail. On en a fait une nuisance, on en a fait un chemin de croix dans lequel on était engagé et qu'il fallait absolument s'affranchir du travail pour vivre mieux, etc. Et donc on a installé dans les esprits, je pense, de manière un peu excessive, cette idée... Un droit à la paresse. Oui, cette idée que le travail n'était pas une bonne chose. Et nous avons grandi, des générations ont grandi avec cette certitude que le travail n'était pas une valeur positive. Et ce qui explique, à mon sens, depuis que le temps de travail ne cesse de baisser. Alors, pour autant, il faut être équilibré dans les jugements, parce que le débat dont il s'agit, la semaine de 4 jours, c'est une expérience qui a été tentée en Angleterre et qui s'avère positive. Il y a un test qui a été fait auprès de, je crois, 3000 travailleurs, donc suffisamment robuste pour pouvoir en mesurer les effets, et on s'aperçoit que ça a eu des effets bénéfiques en termes de productivité et en termes de bonheur apporté aux citoyens, et donc de régénérer, on va dire, les capacités des uns et des autres pour pouvoir mieux s'investir au travail, paradoxalement. Alors, pourquoi c'est un succès? Et si on devait l'appliquer chez nous, je crois qu'il y a 2 grands garde-fous à maintenir. Premier, c'est de se dire du discernement, c'est-à-dire ne pas imposer la règle de la semaine des 4 jours à tout le monde. Par contre, en faire une possibilité à toutes les organisations qui veulent tenter l'expérience. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il ne faut pas, à mon sens, baisser le volume de travail. Je crois qu'il faut qu'on garde dans l'esprit que tout ce qui consiste à baisser le temps de travail dans l'absolu n'est pas une bonne chose compte tenu de notre position dans la compétition mondiale. Donc il faut simplement réaffecter le temps de 5 jours sur 4 jours. Donc c'est des calculs à faire, mais c'est tout à fait possible. Et c'est d'ailleurs une thèse que défend depuis quelques années notre ami Maurice Laouché. C'est un de ses combats, il en parle beaucoup, il a beaucoup réfléchi là-dessus. Et lui, il démontre, mais à ces 2 conditions, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit un surcoût pour l'entreprise et il ne faut pas que ça dégrade le temps de travail produit par chacun, mais c'est un facteur possible d'accroissement de la productivité et de l'intérêt des gens au travail, parce que derrière, un collaborateur reposé, un collaborateur qui retrouve du temps pour lui, pour le monde associatif, pour ses loisirs, pour régler des problèmes personnels, eh bien, ça en fait un travailleur qui est allégé dans son stress quand il consacre son temps au travail, et du coup, il l'investit peut-être mieux, et ça se traduit par des indicateurs très précis. L'absentéisme diminue, les accidents du travail diminuent, d'après les expériences, la santé au travail s'améliore, et donc les quelques heures de plus ou les 2 heures de plus ou 1 heure de plus qu'on demande par jour sont aisément absorbées compte tenu de ce regain de ressources dont chacun peut bénéficier. Donc moi, je suis assez favorable à ce que cette expérience s'applique chez nous, mais sans contrainte, mais plutôt en favorisant, en permettant aux organisations de le tester. Eddy. Merci Emmanuel. Eddy. Moi, je pense qu'il y a un vrai débat au-delà, c'est celui de la solidarité, plutôt que garder uniquement un focus sur, on va dire, un rééquilibrage, comme tu viens de l'exprimer. C'est nécessaire pour doper la productivité, pour redonner confiance. Ce débat sur la solidarité, c'est qu'il y a des gens qui vont nous écouter là, qui vont dire « Gasse, c'est mon tas, pas les démons qui travaillent et nous pas de travail ». Tu vois, c'est ça le problème. C'est que ce débat de riches, à la limite,
n'intègre pas ceux qui sont exclus du système. Or, la principale préoccupation des démocraties de l'OCDE, les gens riches, on va dire ça comme ça, c'est non pas de faciliter la vie de ceux qui ont déjà, c'est de dire, mais on fait quoi de cette part d'exclus qui est de plus en plus importante? Or, je pense qu'on se trompe de débat. Ou en tout cas, il ne faut pas qu'un débat exclue l'autre. Voilà. Obscurcisse l'autre. Et le risque majeur de ces démocraties, c'est le déséquilibre créé non pas par l'insatisfaction de ceux qui ont, mais par la colère de ceux qui n'ont pas. Cette problématique, on ne l'a pas dans les pays du tiers-monde, parce que ceux qui n'ont pas, c'est la très grande majorité. Donc, on ne peut pas faire sans eux. OK? On essaie, on ne peut pas faire sans eux. Tandis que dans les démocraties, il n'y a pas si longtemps que ça que la majorité de la population était pauvre. C'était le début du XXe siècle. Mais pour donner un peu raison, pas tout à fait raison à Eddy, puisque le sujet choisi, c'est celui de la semaine de 4 jours. Faut-il le lancer? Le débat, on lance le débat. Oui, c'est ça. On ne prône rien dans le cadre de cette émission. De toute façon, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de levier de pouvoir. La semaine de 32 heures, je me souviens bien, avait en arrière-plan l'idée que cela créait de l'emploi. Vous vous souvenez? Oui. Donc ça existait encore à cette époque-là. Maintenant, on parle du confort, effectivement, des gens, de stress et d'amélioration, de rentabilité maintenue. Donc, effectivement, il y a un glissement, comme tu dis, mais effectivement, il n'est pas que sémantique, le glissement. Oui, mais peut-être que si... je pense qu'on n'a pas créé d'emploi parce qu'il y avait un coût. Peut-être que si, effectivement, on raisonne en disant on ne renchérit pas le coût du fait du transfert du travail, ça peut peut-être générer de l'emploi pour le coup. Il faut laisser de la ressource à l'entreprise pour être en capacité de recruter. C'était ça le sujet. Il peut y avoir des plaquages. Les 35 heures payées 39, les 39 heures payées 39. Enfin voilà, 39, ça ne marchait pas. C'était ça l'erreur économique. Tu as cité, Maurice Laouché. Il faut compléter en disant que Maurice Laouché propose quelque chose qui, sur le plan local, serait extraordinaire, qui avait été tenté à travers ce qu'on appelait le TTS, titre de travail simplifié, c'est de faire une bourse du travail pour toutes les entreprises, tous les organismes qui n'ont pas les moyens de prendre quelqu'un en CDI, mais de mettre des heures de travail dans une bourse, et ces heures de travail communes, qui sont des dizaines de milliers d'heures, pour être allouées à des gens, justement, qui n'ont pas ce contrat de sécurisation. Le partage du travail, voilà. Je vous propose de laisser la parole à Danielle, si elle veut bien, pour qu'elle nous parle. Toujours, hein? Tu veux toujours? Tu es avec nous, oui. Qu'elle nous parle de la réforme institutionnelle et qu'elle nous dise, d'abord qu'elle définisse ce que c'est, puis qu'elle nous dise si c'est encore envisageable, si c'est encore d'actualité. Oui, alors au niveau de la France, et même de la Martinique. Oui, alors peut-être qu'on s'en souvient, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il était, parce que c'était un thème de campagne, il avait parlé de la réforme, alors on dit constitutionnelle, institutionnelle, parce que la réforme des institutions entraîne en général une réforme de la Constitution. Donc le premier quinquennat, il y a eu une première tentative avec un projet puis qui a commencé à être débattu au Parlement, et puis ça a été suspendu. Ensuite, il y a eu un deuxième qui a été déposé, et puis on n'en a jamais plus parlé. Et donc, on aurait pu dire, bon, ça y est, c'est fini, quoi, c'est aux oubliettes. Et bien, il se trouve que depuis, au début de l'année, février-mars, le président Macron consulte à tout va. Il a reçu les anciens présidents Hollande et Sarkozy, il a reçu les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que les associations d'élus, pour pouvoir un peu les tester. Alors, quelles questions? Alors, autour du cabinet du président, on dit, bon, il n'est pas question de ressortir ce qui avait été prévu en 2018-2019, mais quelles sont les questions? Alors, ce qui se dit, c'est la durée du septennat. Est-ce qu'on revient au septennat avec des législatives à mi-mandat? La question de savoir sur les grandes régions qui est sous Hollande, est-ce qu'on les découpe? Est-ce qu'on crée un conseiller territorial? Alors ça, c'est une des grandes questions sur la réforme, l'organisation des territoires. Et donc, on met sur le tapis le fait qu'il n'y ait plus la région et le département, mais un conseiller territorial
ce que nous pouvons... Nous avons déjà expérimenté et on pourrait déjà leur dire comment ça se passe. Donc, et que ça se passe très bien. donc voilà. Et ensuite, il y a aussi la diminution du nombre de parlementaires. Donc, c'est toutes ces questions-là qui sont en discussion. Mais il se dit aussi qu'il y a vraiment peu de chances qu'on aille vraiment au bout d'une réforme institutionnelle. Pourquoi ? Déjà, le parti au pouvoir n'a déjà pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Or, toute réforme institutionnelle qui doit se traduire par une réforme éventuelle de la Constitution, parce qu'en fait, quand il y a une réforme des institutions, il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat soient d'accord sur le texte. Il n'y a pas de texte différent. Il faut qu'ils soient tous d'accord. Alors, c'est déjà une gageure de faire en sorte que le Sénat et l'Assemblée soient absolument d'accord. Et ensuite, admettons qu'ils se mettent d'accord sur un texte. Il y a deux possibilités. Soit il y a un référendum, soit il y a un congrès où l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent. Et il faut une majorité des 3/5. Alors vous imaginez, une majorité des 3/5 à l'heure actuelle, ça paraît utopique. Donc a priori, ça paraît difficile. Alors je donne pour l'anecdote parce que ça me paraît un peu surréaliste. Quand le président Hollande a été reçu, il a donné une position qui était la suppression du Premier ministre. Ouais. Alors, je n'ai pas très bien compris en quoi la suppression du Premier ministre serait une amélioration de la situation actuelle. Mais en fait, donc, je le dis. Et ensuite, la question qu'on peut se poser, mais je suis sûr que parmi vous, il y en a qui pourront y répondre, quid de l'appel de Fort-de-France et des possibilités de modification de la Constitution en ce qui nous concerne pour davantage de maîtrise des compétences. La question est ouverte. Je voudrais dire qu'en fait, Eddy avait répondu par anticipation, parce que chaque fois, comment faire, le savoir-faire, il nous avait toujours dit, mais monsieur, réfléchissez 30 secondes. Depuis le début de cette mandature parlementaire et sénatoriale, vous avez dit les 3/5, réfléchissez 30 secondes. Et on avait étudié la question de la modification du statut social de Saint-Barthélemy. On a vu, alors que ce n'était que favorable aux finances de la France, à l'amélioration du système sanitaire de santé de Saint-Barth, et on avait vu comment Niet, le ministre, s'était opposé. Donc c'était des prémices, c'était des signes avant-coureurs de ce que globalement maintenant on a vu qui est un avortement énorme et généralisé, un pétard mouillé. Bon, je suis désolé, mais mes amis, il faut quand même mettre dans tête, comment on dit ça, tête, les épaules, coller tête, c'est machin chouette, épaules serrées, tête collée. Coller tête, coller les épaules. Coller les épaules, envisager autre chose que cette noble et belle idée de M. Letchimy, qui était d'avoir une responsabilité sous cette mandature. Je pense que là, il faudrait peut-être passer à d'autres moyens qui serait quoi, une loi programme, quelque chose. Oui, c'est tout à fait possible. Hein. En fait, l'idée, c'est quoi ? C'est pas un texte fondateur. Oui. Parce que Letchimy, ce qu'il voulait, c'est que ça soit inscrit dans la Constitution pour éviter que ça change toutes les 5 minutes. Oui. Parce qu'une loi, c'est possible, et ce serait simplement une loi de transfert de compétences, tout simplement. Mais au-delà de la loi, enfin, bien avant la loi, il y a les fameux décrets. Et quelque chose de très simple, moi je cite souvent cet exemple-là parce qu'il est emblématique, non seulement il est emblématique, mais il est visible, sonnant et trébuchant, c'est la destination de la collecte d'un certain nombre de taxes. Nous payons, chaque fois que nous faisons 1 kilomètre avec de l'essence, nous payons une taxe sur les hydrocarbures, on ne va pas rentrer dans le détail, qui va dans les poches de la CTM. Or, cette taxe, elle est fléchée, c'est-à-dire qu'on ne peut faire avec cette taxe que réparer des routes et un peu de logement. La personne qui décide de ça, c'est le Premier ministre. Il prend un décret qui dit, voilà, je fixe les attributions. Il suffit là de transférer ce pouvoir à la CTM qui dirait, le président de l'exécutif choisit ce qu'on va faire avec cet argent. Voilà, on n'a pas besoin de changer la Constitution, on n'a pas besoin de faire une loi. Donc, il y a une liste de décrets transférables, du pouvoir transférable, et une liste de lois transférables également. Et ça donnerait un texte qui est suffisamment costaud pour nous donner du pouvoir. Oui, il y a de quoi faire. Bien sûr, largement, sans aller au... Oui, à la Constitution. Mais ça, effectivement, là où Letchimy a raison, c'est que ça, on le fait là,
Et puis dans 5 ans, il y a des mecs qui reviennent qui disent ça, c'est terminé. Parlons des problèmes de société. Alors, la parole, vous me donnez la parole, vous m'accordez la parole, il faut que je traite. On réfléchit. Oui, je vous en supplie. Laissez-moi parler, je vous en prie. Le dossier du chlordécone pourrait rebondir. Le Parlement européen veut faire reconnaître, vous voyez la notion, le crime d'écocide. Le crime d'écocide. On va en entendre parler beaucoup les jours qui viennent. Alors, pourquoi ça évoluerait? C'est parce que la proposition consiste à dire que tout État, tout pays devra reconnaître les conséquences très graves de l'atteinte portée à la nature, à l'environnement, et avec des peines qui sont beaucoup plus élevées, je ne vais pas faire la nomenclature, et des précisions au niveau de la procédure. Savoir que, par exemple, vous savez que le grand ramdam, ou la grande émotion, la grande désespérance des associations et activistes sur l'affaire du chlordécone, c'est que techniquement, la France a répondu que le fait déclencheur de ce dossier est trop loin dans le temps, pour que ça s'appelle la prescription, pour que l'on puisse encore poursuivre. Effectivement, c'est une notion juridique qui est difficile à accepter quand elle va à l'encontre de la norme morale, éthique, de la responsabilité. D'ailleurs, dans l'interview de Monseigneur Macaire, il le déplore, mais il dit que c'est la loi. Il déplore le fait que malheureusement des juges aient été contraints d'adopter cette position radicale. Et vous connaissez ma position là-dessus, c'est que c'est une position de simulacre. C'est-à-dire laisser le tribunal le dire et pas à l'origine de la procédure que le parquet tout de suite constate, pointe. Bon, ça c'est le fonctionnement de la justice, et puis ils font leur travail, ces gens-là. Ils veulent être neutres par rapport à la réalité juridique et la réalité économique ou environnementale ou écocidaire ne les concernent pas directement, ils n'ont pas à prendre de position sur ça. Alors, les changements de procédure de ces dispositions européennes consisteraient à dire que la poursuite établit une prescription glissante. Ça veut dire que le fait déclencheur qui doit être pris en considération pour calculer la prescription, n'est pas nécessairement la commission de l'infraction, mais la découverte de l'infraction. La découverte des effets de l'infraction, ce qui change tout. Ce qui fait qu'on n'a pas découvert les effets de l'arbre et du chlordécone, mais au moment où, à grande poignée, on ensemençait les champs de bananes avec le chlordécone. C'est ça l'essentiel. Et ça pourrait remettre totalement en cause la position des activistes sur ça, la position aussi des juges sur cette question, à condition qu'effectivement cette disposition soit intégrée. Et là, c'est un temps, alors, vous allez interroger notre relation privilégiée de notre député pour dire si, effectivement, l'interroger sur le temps que ça prendra pour être introduit, soumis, proposé, lui, le député européen, proposé, parce qu'il y a quand même une procédure pour que ça puisse calmer les choses. Voilà, j'ai traité ma affaire. Vos commentaires, oui? Oui, il y a un élément qui me semble extrêmement intéressant, c'est que ce produit a pu être produit en Europe, notamment dans une usine près de 7 en France, il faut quand même le rappeler, mais surtout importé et distribué en Europe avec l'autorisation de l'Union européenne, en fait de la Commission européenne. Or, c'est assez sympathique quand même. On s'attaque à un État, c'est pas la France qui a autorisé la vente par les Américains à une société allemande qui a ensuite distribuer ça dans l'ensemble de l'Europe et hors des frontières de l'Europe, mais toujours en Europe de l'Est, c'est la Commission européenne. C'est ça qui est intéressant. Or, tous nos petits militants, tous nos avocats, tous nos hommes politiques oublient cette donnée-là. Bon, un membre de l'Union européenne a des lois particulières qui installent une prescription au départ qui touche à la commission de l'acte, et l'Union européenne, enfin le Parlement européen fait faire glisser, mais une entité politique forte qui est l'Union européenne via la commission a commis dès le départ le péché originel. Donc le type, tu te rends compte, le type qui a commis l'acte le plus dramatique, parce qu'on oublie de dire que les champs de Picardie
de Belgique. Les pommes de terre. Les pommes de terre et d'Allemagne, notamment dans le fameux Länder de Basse-Saxe, ont été totalement pollués par la chlordécone. Et donc, ici, quand une pomme de terre arrive et qu'elle vient, il y en a d'Allemagne, il n'y a aucun contrôle de présence de chlordécone dedans. Donc, on nous dit, ne mangez pas de patates douces, machin, mais nous allons manger frites avec potentiellement des pommes de terre contaminées à la chlordécone. Et puis fantastique. des betteraves traitées au... Ah oui, sans compter les autres. Vous avez vu que 70% des eaux potables en France sont contaminées, notamment avec des produits similaires au chlordécone. Absolument, peut-être même plus perfides. Je ne pensais pas qu'on a... Non, Oui, vas-y. On est un petit peu pessimiste là. Il n'y a pas un petit truc pour... je ne sais pas, mais le choix des sujets fait non, que... mais je crois que c'est Eddy qui va parler Oui, la crise Je suis désolé. La crise démocratique, les dérives d'un régime qui n'est plus réformable. Voilà le titre qu'on a choisi. On dirait un sujet de bac, tu sais. Ouais. Le mec qui balance des trucs, tu sais. Allez. La démocratie est une illusion. Pour donner plus de temps à mes collègues, compte tenu du fait que j'ai parlé beaucoup, je vais traiter ça en moins de 2 minutes. Tu peux faire 3. On est là, très clairement, face à une espèce de débat probablement... tu parlais du mot avortement, je ne reprendrai pas ce terme-là qui est un peu lourd, mais voué à l'échec le plus total. Il y a des types qui se sont fait avoir par un président qui est un grand intellectuel en matière de choix, de support législatif pour faire passer une réforme extrêmement difficile. Et face à lui, il y a des gens qui n'étaient pas prêts à ça. Donc ils disent, voilà, on est dans une dictature, on est dans un système en crise démocratique. Ce système, il n'est pas plus en crise démocratique aujourd'hui qu'hier. Je rappellerai à Laurent Berger, qui s'en va d'ailleurs, vous savez, au mois de juin, qu'on a connu beaucoup plus fort que ça. Le petit père Charles de Gaulle nous a fait avaler des trucs autrement plus complexes qu'un 49.3 sur l'âge de la retraite. Non, par contre, il y a un vrai débat de fond sur la responsabilité de nos élus en matière de liberté. Ça, c'est un élément fondamental. Or, là encore, on est sur des trucs techniques, mais on empiète de manière quotidienne sur notre faculté à avoir le plus possible de liberté. Mais je pense que ça a une limite. Effectivement, nous avons beaucoup gagné en liberté. Et les Martiniquais devraient y penser chaque fois qu'il y a des élections. En 1946, on est bien d'accord, les femmes ne pouvaient pas voter en France. Les femmes ne votaient pas. Jusqu'aux années 70, il y avait des maîtresses avanteuses qui, avec des instruments de torture, tuaient les enfants dans le ventre des femmes. Et c'est encore une liberté gagnée. Etc. On va pas les radios libres citer. sont toutes récentes. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la préservation de ces libertés-là, dont personne ne fait cas? Et quitte à écouter béatement des gens venus de l'extrême droite qui nous rappellent que... Alors, c'est eux qui tiennent le discours, hein, entre autres. Alors, tu mets dans le même panier Laurent Berger et puis Marine Le Pen, quoi. Enfin, on devient fou. Donc, je pense que la question n'est pas tant à la dénonciation d'une éventuelle dictature dont le patron serait Emmanuel Macron en France, qu'à la lutte quotidienne pour la préservation de nos libertés. On a parlé du racisme au quotidien, et c'est là qu'il faut être véatif, et pas poser une question de crise démocratique à l'aune d'une bataille perdue par certains sur l'âge de la retraite. Parce qu'il y a, à mon avis, il y a pire. À mon avis, il y a pire. Il y a pire que ça. Il y a plus important. En d'autres termes, tout fonctionne, quoi. La relation entre les collectivités et le pouvoir central, ben, ça fonctionne. Mais les services publics fonctionnent. Bien sûr, le pays fonctionne. Les transports fonctionnent. Et on parle, et c'est ça qui est intéressant dans le discours, on parle d'un accroissement
de la décentralisation, avec beaucoup plus de pouvoir localisé. On n'a jamais autant parlé des territoires. Ben, voilà. Il y a aussi un point qu'il faut... le corollaire à ça, je trouve que le monde évolue vers une hyper-personnalisation. Ça, c'est aussi le fait nouveau qui fragilise la démocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on personnalise les choses à leur extrême. On donne au président, donc à Emmanuel Macron, des pouvoirs qu'il n'a pas. On crée des duels nationaux entre Macron, Berger. Enfin, ça devient des questions de personnes. Et les partis, à la limite, n'existent plus. On dit Marine Le Pen plutôt que de son courant de pensée. Enfin, et cette culture de l'hyper-personnalisation, cultivée aussi par les réseaux sociaux, par le monde dans lequel on est, nous enlève quelque part des raisonnements collectifs, des raisonnements de consolidation collective, d'idées collectives. Tu as raison. Et ça, c'est un vrai sujet. Et on juge finalement des idées, non pas à l'aune du fond des idées, mais à l'aune des personnes, de ce qu'elles incarnent, de ce qu'elles représentent. Et ça c'est une vraie menace pour la démocratie, au fond. Et il y a un mot qui est le symbole de ça, dont la montée dans les médias et sur les réseaux sociaux est bien l'illustration de ce que tu dénonces, c'est le mot détestation. Vous avez entendu ça? Absolument. Il y a une détestation de plus en plus forte sur Emmanuel Macron. Ah oui, oui. Donc s'il ment, tout le bail va fonctionner en fait. Oui. C'est débile. C'est débile, absolument. Un petit peu d'air frais. Passons à la musique, si vous voulez bien. Littérature et musique. Littérature et musique. Bon, alors on va faire on a déjà fait ça. Un duo. Un duo, un pot pourri, musique, littérature. Alors quels sont les deux protagonistes? C'est naturellement notre littéraire et notre maestro. Ouais. Oui. Ah, bon. Nous l'avions expérimenté avec Jean-Paul Sohim. Et là, vous allez nous parler de Bal Blomet, qui est le dernier opus, livre, le bal de la rue Blomet. Oui. Le bal de la rue Blomet, c'est ça le titre du livre. Et d'ailleurs, qui était aussi le nom de du casino. Enfin, de l'établissement. Il y a beaucoup de noms d'établissement. Allez-y, en musique et en parole. Oui, alors donc, comme tu dis, c'est la dernière publication de Raphaël Confiant. On ne présente plus Raphaël Confiant. Oui. Il doit être à plus de 60 productions, et puis c'est dans tous les genres, hein, que ce soit les contes, les dictionnaires, les essais, les romans policiers, les romans policiers, les traductions. Il a traduit Camus. Donc par conséquent, là, il nous donne le bal de la rue Blomet. Alors c'est l'écrivain, donc il y a l'artifice pour nous parler de la réalité. L'artifice, c'est à travers trois personnages qui sont une femme qui est servante à la Martinique. Elle est avec des fonctionnaires métropolitains, mais qui veulent absolument quand ils retournent en France, qu'elle vienne avec eux, et elle part. Ensuite, il y a Frédéric, qui est le fils d'un notable mulâtre qui est avocat à Fort-de-France, et lui, il va pas refaire, il est étudiant. Et puis, il y a un ancien combattant qui sort de la guerre, la Première Guerre mondiale, qui a fait les Dardanelles, et tout ce monde-là se retrouve à Paris, et au hasard des pérégrinations, ils vont fréquenter le 33 de la rue Blomet, qui n'est pas encore un dancing. Parce que, à cet endroit, il y a un monsieur dont tu as entendu parler, qui est monsieur Jean Rézard de Vouves, qui a l'idée, donc martiniquais. Raphaël Confiant dit toujours, le béquet, il dit toujours, il veut se présenter à la députation. Et il fait du 33 rue Blomet son QG pour pouvoir faire sa campagne électorale. Et il reçoit du monde. Bien évidemment, sa tentative... mais il était lui-même musicien. Oui, alors il jouait, et c'est ce que Raphaël Confiant nous dit, qu'il jouait du piano. Il était plus doué pour le piano que pour la politique. Et donc petit à petit, ce 33 de la rue Blomet va se transformer en dancing. Et ce dancing, c'est ça qui est extraordinaire, c'est le mélange des catégories sociales. Parce que vont se retrouver aussi bien des ouvriers métropolitains que des Antillais, et petit à petit, parce qu'il y a des artistes qui viennent fréquenter au Blomet, qui va devenir le bal Blomet ou bien le bal nègre, tant et si bien que quand les étrangers arrivent, ils commencent par dire « je vais au 33 », ils disent
à rue Blomet. Donc, et puis il y a des Simone de Beauvoir, les sœurs Nardal, les peintres. Gaston Monerville. Qui vont vraiment, il y a le tout Paris et les étrangers qui se retrouvent. Et quel est le miracle qui fait que ces gens-là se retrouvent? C'est la Biguine. C'est la Biguine. Et donc, avant de passer la parole à mon petit camarade, je voudrais lire une citation de Raphaël Confiant. Le bal nègre de la rue Blomet est un royaume. Alexandre Stelio en est la sérénissime altesse. Son sceptre est une clarinette magique. Son trône, une estrade en sous-sol qui fait face à un vaste espace perpétuellement plongé dans une demi-pénombre. Ses sujets sont hommes chapeautés et tirés à 4 épingles, des femmes aux cheveux ornés de madras colorées, le cou enserré par des colliers choux en or, tous natifs de ces îles lointaines que la plupart des Blancs confondaient avec Tahiti. Ces étrangers, des visiteurs d'un soir pour beaucoup, diplomates, espions, peintres, artistes, écrivains, directeurs de théâtre, journalistes, politiciens, galantent sur le retour ou d'équivoques vertus, provenant de France et de Navarre, d'Europe centrale, d'Amérique et du Japon. Donc, Stelio notamment. Christian, tu as la parole. Ben écoutez, non, je vais simplement vous inviter à écouter cette œuvre de Stelio, Paris Begin, qu'il a composée bien évidemment et qui symbolise bien cette intrusion dans ce nouveau monde. Alors, dans ce contexte de l'évolution, enfin du développement de la biguine à Paris, la biguine bien évidemment, mais la mazurka, la valse créole, parce que Raphaël Confiant parle aussi de la mazurka comme cette musique magique aussi qu'on a beaucoup aimée. Donc il y a aussi l'éclosion de beaucoup d'artistes. Et là, Léona Gabriel aussi a accompagné beaucoup Alexandre Stelio. Donc Léona Gabriel, qui a été une femme qui a marqué quand même la créativité, c'est quand même très important, hein, parce que dans l'histoire, c'est, encore une fois, je dis, c'est une femme qui a écrit toutes ces grandes chansons qui alimentent. Tout à l'heure, on parlait la dernière fois, on avait parlé de Cali, et aussi, il a repris des morceaux de Léona Gabriel. Donc, je vous invite à écouter Assis pareil, je crois que un des titres de Léona Gabriel. En tout cas, ça, voilà, ça va. Assis pareil. Assis pareil, où les quitter, moi. Assis pareil, moi, pas belle encore. Assis pareil, moi, faire quelque chose. Et puis de moi, on va négliger moi. Assis pareil, où les quitter, moi. Assis pareil, moi, pas belle encore. Assis pareil, moi, faire quelque chose. Et puis de moi, on va négliger moi. Allez, monsieur, ça on fait avec des côtés au bonheur. Allez, drap, loyer, caille, la moins que paye, il va où? Allez, méchant, si mon maille, la moins que nous, il va où? C'est créole, moins de courage, moins que ouais, à fort de France. Voilà, vous avez eu cette magnifique voix de Léona Gabriel, cette femme qui a éclairé quand même la musique antillaise et qui a apporté une contribution significative. En même temps, vous savez que Ernest Léardé, enfin on va parler de lui également, il a pris la poursuite de Stelio. Déjà c'était le cas en Martinique, parce quand il avait remplacé Stelio dans les cinémas. Oui. Et en France également, au Blomet, Ernest Léardé, qui par ailleurs a joué dans beaucoup de clubs, puisqu'on a eu l'occasion d'en parler, il y avait beaucoup de clubs antillais qui travaillaient, qui proposaient la biguine et la mazurka tout le temps. Et Ernest Léardé, qui a aussi marqué, à travers son livre, notamment la biguine de l'Oncle Ben, qui donne un réquisitoire extrêmement dense de l'histoire de la musique. Et je vous propose d'écouter C'est Filon, un titre d'Ernest Léardé.
Tu disais qu'il y avait beaucoup de lieux, mais j'ai découvert qu'il y avait des brasseries. Oui. Les brasseries, il y avait des groupes créés. Il y a la Boule Blanche, le Jungle Bar, enfin, je ne m'en rappelle pas, mais il y a beaucoup de noms. Je vais aussi vous citer un petit élément aussi que j'ai trouvé dans le livre. Il s'agit d'un Américain qui arrive et qui écoute Stelio et qui pose la question à Stelio, mais d'où vient le nom Begin? Et alors, il y a un ami à Stelio qui répond, je vais aider mon ami, on vous dit, begin, ça vient du fait d'avoir le béguin. Ça signifie être attiré par un homme ou une femme. Quand on danse notamment la begin, on se colle à un partenaire, au bout de 4 danses, on est amoureux. Et après, Stelio qui se lève, il dit, mais bon idiot que vous êtes, la begin provient d'un mot de votre langue, monsieur l'Américain. Oui, ça vient du verbe to begin, autrement dit commencer. Cela signifie quoi? Que c'est nous Antillais qui avons commencé à faire apprécier la musique noire aux blancs, pas vous. Et pointant d'un index vengeur en direction des droits l'américain, il dit au commencement était la begin, monsieur. La begin c'est du jazz avant la lettre. Non, on a des éléments qui nous alimentent, quoi. Il nous reste juste une petite minute pour écouter la Mazouk en avant. La Mazouk en avant de Eugène Delouche, qui était aussi un homme qui a marqué la présence de la musique antillaise en France. La mazouk en avant, cavalier qu'a pointé, les dames subordonnées, les mains sur le côté. Robe, jupon, souliers d'or, collier, foulard, madras, faux créole, Martinique. Yo petit, yo joli, yo boy belle, yo belle, yo doux, yo joli, yo joli. Pani, comme ça, jeune convieux qu'a passé, étranger qu'a arrivé, yo qu'a dit Martinique, pani plus doux qui ça. On va peut-être faire une émission un jour avec que de la musique, et puis on va bavarder, on va gloser. Et de la littérature. On va gloser sur la littérature de bon gré et la musique, uniquement ça. Ça serait peut-être pas mal. Je pense que ça, il faut y penser. Beaucoup de nos mamies... Notamment le poids économique de la musique. Oui. Ça, c'est le dada de Christian. Je vous remercie tous d'avoir été présents en face de votre écran, attentifs, galvanisant nos amis dans la qualité de leur travail. Vous avez remarqué que deux semaines suivantes, on a eu M. Eddie Marajo. Je crois qu'il commence à nous aimer vraiment. Il ne pourra plus se passer de nous bientôt. C'est un bon signe pour l'avenir. Je remercie l'équipe, je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.